Bonjour et bienvenue à tous. Vous le savez bien, l'histoire se modifie en permanence, puisque les scientifiques et les historiens découvrent de temps en temps de nouveaux détails qui les forcent à regarder des faits apparemment inébranlables sous un angle différent. Mais c'est pour cela qu'il est bon de se tenir régulièrement au courant des actualités. Mais si vous n'avez pas le temps, nous l'avons fait pour vous. Installez-vous confortablement, voici 10 faits historiques sur lesquels vous vous êtes probablement trompé. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Il existe une théorie selon laquelle un iceberg aurait pu déchirer la coque du Titanic, pourtant réputé et décrit comme indéchirable par son constructeur. Parce qu'avant même le départ, un grave incendie s'était déclaré dans la réserve de carburant. La preuve en est sur une vieille photo du navire prise le jour du départ lors de son premier et dernier voyage. Sur la photo, vous pouvez voir de grandes traces de suie sur le revêtement de la coque, ce qui indique un incendie récent. Cela concorde également avec les propos de John Dilly, l'un des ouvriers du Titanic, qui a déclaré que dans la 6e chaufferie, un grave incendie avait fait rage peu avant le départ. Le brasier se serait consumé pendant 3 semaines, fragilisant la coque du bateau à l'endroit même où, le 14 avril 1912, à 23h40, le Titanic percuta l'iceberg, entraînant la mort de plus de 1500 de ses 2200 passagers. Cet incident a bien entendu été dissimulé pour préserver la crédibilité de la société White Star Line, engagée dans la création du paquebot. Toutefois, en raison de cet incendie, le revêtement externe était devenu beaucoup plus fragile. Ainsi, après le choc contre l'iceberg, la coque ne pouvait plus suffisamment contenir l'impact du bloc de glace, et la pression l'a alors littéralement déchiré. Selon une autre théorie, la présence d'une prétendue momie maléfique aurait également contribué au naufrage. En effet, la célèbre momie égyptienne du British Museum faisait partie des bagages de Lord Canterville lors du voyage. À l'époque, on croyait qu'elle portait malheur, non seulement à celui qui la possédait, mais aussi à tous ceux qui étaient près de lui. La théorie est beaucoup plus farfelue, mais cela a influencé le jugement de certaines personnes sur la raison du naufrage de ce légendaire paquebot. Récemment, des preuves très convaincantes sont apparues pour prouver que les pyramides égyptiennes, mondialement connues, n'ont pas été construites par des esclaves comme tout le monde le pense, mais plutôt par des ouvriers et des constructeurs professionnels. En effet, en 2010, de nouvelles tombes ont été découvertes près des pyramides, vieilles de plus de 4000 ans. Les scientifiques ont alors découvert qu'il s'agissait bien des constructeurs des pyramides de Gizeh. Au total, plusieurs dizaines de bâtisseurs de pyramides ont été retrouvés. Leurs restes sont extraordinairement bien conservés dans le sable noir et sec. Des récipients pour la bière et le pain ont également été trouvés dans ces tombes pour combler les besoins de la vie après la mort des défunts. En fait, le mythe selon lequel ce sont des esclaves qui ont construit les pyramides de Gizeh est apparu après que l'historien grec ancien Hérodote ait décrit les bâtisseurs de pyramides comme tels. Cependant, après la découverte et l'étude des tombes en 2010, les scientifiques ont déclaré que ces constructeurs étaient des hommes librement embauchés qui étaient payés pour travailler. Après avoir lu des livres sur l'histoire de l'art, presque tout le monde sait que Van Gogh s'est un jour coupé une oreille. C'est peut-être l'épisode le plus célèbre de la vie de cet artiste légendaire. Selon de nombreuses sources, Van Gogh souffrait d'une maladie mentale. Il avait des hallucinations, il souffrait également de crises d'épilepsie et d'épisodes de perte de conscience. On pense qu'il s'est coupé l'oreille au cours de l'une de ces crises, puis il a repris connaissance et ne pouvait se rappeler comment cela s'était passé. Néanmoins, Van Gogh ne parla jamais de l'incident. Et en outre, personne ne trouva jamais la lame ou le couteau avec lequel il s'était mutilé. Les historiens du musée Vincent van Gogh à Amsterdam estiment qu'il n'a coupé que le lobe, et qu'il a par la suite présenté comme cadeau à Rachel, une prostituée. Un présent assez étrange, n'est-ce pas? Mais récemment est apparue une autre version de la façon dont les choses se seraient réellement passées. Selon cette version, Van Gogh aurait perdu son oreille dans une bagarre avec un autre artiste et ami, Paul Gauguin, lorsqu'ils se sont battus pour Rachel devant un bordel. Pour se défendre, Gauguin aurait frappé Vincent avec une épée et lui aurait sectionné l'oreille. Après cela, Van Gogh est vraiment allé voir Rachel et lui a réellement offert son oreille en cadeau. Puis Gauguin est mort et il a été tellement attristé par la perte de son ami qu'il s'est lui-même tué 7 mois plus tard. Cette version est décrite en détail dans le livre « L'oreille de Van Gogh, Paul Gauguin et le serment de silence ». Que savons-nous des Vikings? Par exemple, je sais parce qu'on me l'a enseigné qu'ils n'étaient que des guerriers avec des casques à cornes et qu'ils étaient des individus plutôt costauds. Cependant, en étudiant plus cette question, nous avons appris que c'étaient des guerriers scandinaves qui effectuaient des raids, se livraient au commerce et avaient découvert de nouvelles terres au cours du Moyen-Âge.
Nous savons aussi, bien sûr, que tous les Vikings portaient des casques de culte cornus ou ailés qui sont devenus le symbole de ce peuple belliqueux. Mais est-il vrai que ces guerriers portaient de tels casques? Eh bien, pas vraiment. En fait, tout ceci n'est qu'un mythe. Sur les images que nous possédons des Vikings et qui remontent à l'époque du 8e et du 11e siècle de notre époque, les guerriers sont représentés tête nue ou avec de simples casques en cuir ou en métal. Les archéologues n'ont jamais trouvé aucune preuve ni aucune trace de l'existence de quelconque casque à cornes. En fait, ce stéréotype n'est apparu qu'au 19e siècle lorsque les artistes ont commencé à peindre des Scandinaves du Moyen-Âge, en ornant leur tête de tels casques. Le peintre le plus célèbre qui fut l'un des premiers à peindre les Vikings sous cette forme fut Augustus Malmström. Le stéréotype a ensuite été renforcé dans la seconde moitié du 19e siècle lorsque le créateur de costumes Carl Emil Doppler a créé des casques à cornes de Vikings directement inspirés des peintures de Malmström. Carl Emil Doppler a notamment utilisé ces représentations lors de la création de l'opéra de Wagner, L'Anneau des Nibelungen, en 1876. En ce qui concerne le Moyen-Âge, l'utilisation des casques décorés de cornes et d'ailes par les résidents norvégiens allemands était strictement réservée aux cérémonies. Si vous ouvrez n'importe quel livre d'histoire, vous verrez qu'il est écrit que Christophe Colomb fut le premier à découvrir l'Amérique en 1492. Mais pensez-vous vraiment que personne ne l'ait atteint par bateau avant lui? Récemment, des scientifiques ont avancé une version selon laquelle ce sont les Chinois ou les Romains qui ont été les premiers à découvrir l'Amérique. Les savants sont parvenus à cette conclusion en menant une nouvelle étude et en rassemblant de nouvelles preuves. Une équipe d'archéologues a aussi réussi à trouver plusieurs artefacts sur la côte de l'île canadienne de Hawke, ainsi qu'au fond de l'océan Atlantique. Ils ont pu déterrer une épée romaine, un fragment de bouclier et le sifflet d'un légionnaire romain. Tous ces objets datent de l'époque de l'Empire romain. Selon une autre théorie, les Chinois auraient réussi à se rendre en Amérique encore plus tôt, vers 1300 avant Jésus-Christ. Les archéologues ont effectivement retrouvé et identifié 84 pictogrammes peints sur des rochers et des collines dans différentes régions d'Amérique. Les scientifiques ont déchiffré ces pictogrammes pendant plusieurs années. Ils ont ainsi pu constater qu'ils portaient des informations sur le sacrifice d'animaux aux souverains et sur la description du pouvoir de la nature. Ils ont supposé également que les Chinois auraient pu atteindre l'Amérique via l'Alaska, à la recherche de routes commerciales et de nouveaux territoires. Il existe encore une autre version de la découverte de l'Amérique que vous connaissez peut-être. En 1960, les membres de l'expédition Helge Ingstead ont découvert au Canada plusieurs colonies de peuples datant de l'an 1000. Cette découverte, associée au contenu des légendes scandinaves, a permis aux scientifiques de conclure que le premier à poser le pied sur le territoire américain fut le viking Leif Erikson. Selon la mythologie grecque, la guerre de Troie a commencé après que le prince troyen Paris soit tombé amoureux d'Hélène, la femme du héros spartiate Ménélas, et l'ait enlevée. Après 10 années de guerre violente, les Troyens sortirent vainqueurs des Spartiates en les éliminant presque tous. Cependant, les Grecs, très malins, avaient préparé un stratagème. Ils avaient construit un énorme cheval de bois qu'ils avaient laissé sous les murs de Troie, apparemment en signe de reddition. Et ils ont ensuite prétendu qu'ils avaient finalement abandonné et repris la mer. Les Troyens ont accepté ce cadeau et amené le cheval dans leur ville fortifiée, sans savoir qu'il ne s'agissait que d'une ruse des Spartiates. Ils comptaient entrer dans la ville de Troie, dissimuler à l'intérieur du cheval, puis tuer tous les combattants encore présents, et enfin gagner la guerre. C'est ainsi en tout cas que cet épisode de la guerre de Troie est décrit. À côté de ces épopées, il n'y a pratiquement aucune autre source dans laquelle la guerre de Troie soit décrite en détail. Par conséquent, nous ne pouvons être renseignés que par différents mythes et diverses histoires. Certains historiens, cependant, pensent que la guerre de Troie fut un événement historique et non légendaire, et que ce cheval pourrait en fait être un bélier, sous la forme d'un cheval ou une autre arme de siège. L'argument principal en faveur de cette proposition est que dans l'Antiquité, il existait divers outils pouvant porter le nom d'animaux. D'autres historiens pensent que le cheval de Troie fait référence à un séisme qui a détruit les murs de la ville. Nous ne saurons très probablement jamais la vérité. En tout cas, si les Grecs ont vraiment mené à bien un tel stratagème, il s'agit sans doute de l'une des plus grandes ruses de l'histoire de l'humanité. Malgré le fait que le Grand Sphinx soit l'un des monuments les plus représentatifs de l'Égypte ancienne, nous savons encore bien peu de choses sur lui, si ce n'est qu'il n'a plus de nez. Selon la version la plus courante, le légendaire empereur Napoléon Bonaparte et ses troupes seraient responsables de la perte de cet appendice. Car, au cours de la campagne d'Égypte, ils perfectionnaient leur technique de tir sur la célèbre sculpture. En conséquence, son nez serait tombé sous les tirs des soldats. Néanmoins, cette version est sujette à caution. On pense que cette légende a été inventée au début du XXe siècle et ne fait que contribuer à attirer les touristes en Égypte.
Après une étude approfondie de l'encyclopédie américaine par des scientifiques, 2 nouvelles versions sur la disparition du nez du sphinx ont commencé à être discutées. Selon l'une de ces versions, le nez du sphinx serait tombé à la suite d'une exposition prolongée aux conditions météorologiques et aux intempéries. Selon l'autre version, le nez du sphinx aurait été détruit par le fanatique arabe Mohammed Saïm al-Dar en 1380. Il est donc tout à fait possible que Napoléon et ses troupes ne soient pas responsables des dommages. C'était 10 faits historiques sur lesquels vous vous êtes probablement trompé. Lequel de ces faits vous a le plus surpris? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Sinon, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.